Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Je le rappelle, donc un rendez-vous 100% foncier, 100% pro pour aborder donc concrètement, avec l'aide d'experts, différentes thématiques en lien donc avec les questions foncières et les nombreux enjeux qu'elles recouvrent. Un webinaire organisé exceptionnellement depuis le plateau, vous l'aurez remarqué, d'AgriWeb TV, donc la Web TV de l'agriculture régionale, qui est installée donc au cœur du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, qui se tient, je le rappelle, donc jusqu'au 26 mai dans le cadre de la Foire internationale de Bordeaux. Donc au menu du jour, le financement de l'installation en agriculture, comment s'y prendre donc pour financer son projet, à qui s'adresser pour y voir clair dans ce qui pourrait ressembler à un dédale, quels sont les différents types d'aides mobilisables, quels sont les financements bancaires et non bancaires possibles, et puis enfin comment se faire aider pour accéder au foncier. Donc avec nos intervenants, nous reviendrons tout d'abord donc sur l'importance d'un bon accompagnement et le soin à apporter donc dans la construction et la présentation de son projet. Puis nous tenterons donc d'apporter un éclairage le plus concret, le plus précis possible sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent participer donc au financement de l'agriculture. Donc sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du jour, donc Éléonore Daly, Sylvain Gioux et Pierre Trijard. Éléonore Daly, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice donc du PAIT Gironde, autrement dit le point accueil, installation, transmission, au sein de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Ravi de vous accueillir. Merci. Sylvain Gioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent installation au sein du Crédit Agricole Centre-Ouest. Je précise que vous intervenez notamment donc sur le département de la Haute-Vienne, département et territoire d'élevage par excellence. Ravi de vous accueillir également. Pierre Trijard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller foncier donc à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Je précise actuellement que vous êtes en charge d'une mission de tutorat au sein donc de cette SAFER pour accompagner les nouveaux collaborateurs et futurs conseillers fonciers. Ravi de vous accueillir également. Merci. Alors je rappelle à nos internautes que pendant toute la durée donc, de ce webinaire, vous pouvez réagir donc, via le chat qui est à droite de la fenêtre de votre écran. Posez vos questions et nous en prendrons donc, un certain nombre à la fin donc, de cet échange. Je reviens vers vous, donc Éléonore Daly. Oui. Je rappelle que vous êtes animatrice donc, du PAIT Gironde, le point accueil, installation, transmission au sein de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Le PAIT, c'est la bonne porte d'entrée, quels que soient les profils, quelles que soient les natures de projets qui sont proposés par les porteurs de projets. Exactement. Dès qu'on a un projet d'installation, en gros, le premier rendez-vous se fait au point accueil, installation, transmission, qui est tenu donc, par une chambre d'agriculture chez nous en Gironde, mais ça peut être d'autres structures aussi sur d'autres départements. Cette porte d'entrée, elle permet d'être accueilli, d'être écouté, d'être informé et orienté. Donc c'est vraiment la première chose à faire. La porte d'entrée, c'est le point accueil installation. En Gironde, juste je précise, deux façons de pouvoir rentrer dans le point accueil installation, soit par des sessions collectives, donc des réunions d'information qui ont lieu tous les mois à la Chambre d'agriculture, soit en rendez-vous individuel. Et c'est le PAIT et vous-même qui allez faire le lien avec l'ensemble des autres intervenants, le banquier, la SAFER et d'autres encore, la MSA j'imagine. Oui, alors nous on oriente vers les personnes ressources. Le point accueil installation c'est vraiment le départ. Donc ça veut dire que le projet est encore à construire, encore à réfléchir. Mais effectivement on donne les noms des personnes ressources pour pouvoir être accompagnés plus tard sur des choses plus spécifiques. Mais bien sûr qu'on parle de la MSA, bien sûr qu'on parle de la SAFER, bien sûr qu'on parle des banquiers. On parle de tous les partenaires, tout du paysage agricole. Lorsqu'on a préparé cet échange, vous m'avez dit, et j'ai retenu ça, pour mener à bien son projet, il faut anticiper le plus possible, se donner du temps. Ouais. C'est le mot-clé, anticiper. Il faut vraiment préparer son projet. Au-delà de l'anticipation, c'est vraiment la préparation, c'est-à-dire être suffisamment confort en termes de compétences. Donc ne pas hésiter à se former, à prendre du temps, faire de l'expérience de salariat, du stage, etc. Il faut mener à bien sa réflexion, donc rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, réfléchir à tout ce qui concerne les outils de production qu'on va utiliser dans son exploitation, le foncier, les bâtiments, quel type d'investissement, ma commercialisation, mon financement, on en parlera longuement tout à l'heure, mais voilà, il faut faire le tour de la question, le tour du projet, et ça c'est aussi le rôle du point accueil installation, de pouvoir éveiller à ça et faire avancer les porteurs de projets dans leur réflexion.
Merci pour ces premières précisions, Éléonore Daly, donc animatrice du PAIT Gironde. Sylvain Gioux, donc je rappelle que vous êtes référent installation au sein du Crédit Agricole Centre-Ouest. Éléonore vient de le dire, hein, pour bien financer son projet, si je comprends, il faut d'abord bien le préparer, le mûrir, se donner du temps. Est-ce à dire que selon vous, la qualité du porteur de projet, le projet lui-même, ça passe devant la qualité du business plan, la rentabilité comme critère d'analyse de la demande de financement ? Totalement. Aujourd'hui, l'aspect humain est prédominant sur l'installation, alors sur plusieurs choses, mais aujourd'hui, on fait face à une grande hétérogénéité des profils de jeunes installés, de futurs installés. Donc, on sort un petit peu du cursus traditionnel à avoir des jeunes, des futurs porteurs de projets qui sortent de l'école agricole. Aujourd'hui, on a une variété de profils, des gens qui ont eu une expérience professionnelle auparavant, qui cherchent à se reconvertir. Donc, aujourd'hui, le parcours, l'expérience est prédominante sur cet aspect humain. Ensuite, deuxième aspect, c'est l'aspect maîtrise du projet. Aujourd'hui, on a, j'ai tendance à le répéter aux porteurs de projet, mais c'est difficile pour nous d'évaluer la compétence du porteur de projet en 2 heures, si vous voulez. Aujourd'hui, un rendez-vous de 2 heures pour se fier à un profil. Donc moi, je dis aux jeunes que j'installe aujourd'hui, je leur dis, voilà, il faut que vous nous montriez, que vous maîtrisiez votre projet sur le bout des doigts, parce qu'on n'a que très peu de temps pour se faire une idée, en fait. Savoir se vendre. Exactement, savoir se vendre. Être dynamique sur la présentation. C'est-à-dire que le projet d'installation, c'est quelque chose qui s'est mûri sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il faut qu'ils nous montrent qu'ils maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts. Il n'y a pas de piège. On veut juste chercher à savoir s'ils maîtrisent bien leur projet. L'étude du business plan, donc ça vient après finalement. Oui, exactement. Elle vient entre guillemets en dernier lieu, l'étude du prévisionnel et tout ce qui est aspect rentabilité. On va s'attarder donc la première partie à l'humain et la deuxième partie à l'exploitation. Est-ce que je reprends du foncier nu? Est-ce que je reprends une exploitation? Donc il y a tout ce qui rentre en ligne de compte, que ce soit l'aspect foncier, l'aspect bâtiment et l'aspect cheptel, s'il y a élevage ou non. Merci Sylvain pour ces premières interventions. Pierre Trijard, donc, conseiller foncier à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, donc en charge du tutorat des nouveaux collaborateurs et futurs conseillers fonciers. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle financement du projet, financement du foncier. Il faut quand même rappeler, Pierre, et on ouvre une petite parenthèse avant d'aborder la question du financement, qu'il y a d'autres moyens pour accéder au foncier. Quelles sont les solutions que la SAFER Nouvelle-Aquitaine mobilise justement pour accompagner les porteurs de projets sur l'accès au foncier en dehors de la partie achat en tant que telle, puisqu'on va la traiter ultérieurement? Oui, juste refaire un petit focus. Aujourd'hui, la SAFER Nouvelle-Aquitaine donc, accompagne des porteurs de projets. Historiquement, le métier de conseiller foncier était plutôt orienté sur l'arbitrage des dossiers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on va de plus en plus loin, notamment sur le financement. Chose qu'on va aborder par la suite, puisqu'on pense souvent au faire-valoir direct, mais il y a également d'autres sources de financement mobilisables. On pense notamment aux prêts bancaires, quand on n'a pas les fonds disponibles, à l'entrée d'investisseurs, de propriétaires bailleurs ou de foncières, qu'on verra un petit peu plus tard dans le débat. D'accord. Donc ne pas forcément toujours raisonner avec la perspective d'acheter son foncier, le faire valoir direct, c'est une possibilité, mais il y a aussi tout ce qui touche effectivement les possibilités de fermage. Éléonore Daly, donc je reviens vers vous, animatrice du PAIT Gironde. Oui. Quand on regarde les statistiques de l'installation en agriculture, on voit qu'elle distingue installation aidée et non aidée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que sont les critères qui déterminent le fait d'entrer dans le cas d'une installation aidée ou, à contrario, non aidée? Alors, pour parler des chiffres, d'abord, en Gironde, l'installation aidée, ça représente entre 40 et 50 dossiers par an. Et l'installation non aidée, c'est à peu près l'équivalent, voire un peu plus. Donc on a un peu plus de 100 installations par an, dont un peu moins de la moitié qui est aidée. Les installations aidées, ça correspond à aller chercher ce qu'on appelle la DNJA, la dotation nouvelle et jeunes agriculteurs, qui est un dispositif national et qui est géré en région.
Donc après, il y a des critères d'entrée pour pouvoir accéder à cette DNJA. Alors il y en a plusieurs, je vais pas peut-être, je vais les énumérer mais rapidement. Rapidement, ouais. Voilà. Donc il y a le diplôme et ou l'expérience, il y a l'âge, il y a le fait de faire un plan de professionnalisation personnalisé, il y a l'atteinte du revenu disponible en année 4, puisque les engagements jeunes agriculteurs c'est sur 4 ans. Donc là pareil dans le prévisionnel, il faut que les feux soient au vert. Et puis, il faut être éco-schéma de niveau 2 ou 3. Donc ça, c'est une exigence environnementale qui est apportée au dossier d'installation. Donc ça, c'est les critères d'entrée de la DNJA. Et donc, non accès à cette DNJA que les gens qui ont jusqu'à 40 ans sur 2 volets et 55 ans sur un seul volet d'aide. C'est un peu complexe comme ça d'expliquer sur le plateau exactement les tenants et les aboutissants, mais voilà, si les porteurs de projets sont devant leur ordi, là, qu'ils puissent dire bah oui, j'ai peut-être la possibilité au moment de m'installer de pouvoir toucher cette aide ou pas, mais en tout cas au point accueil installation, on saura orienter les porteurs de projets pour savoir s'ils ont le profil requis ou pas. Et pour autant, donc ceux qui ne sont pas éligibles à la DNJA, oui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus de toute forme d'aide. Non, bien sûr que non. Dans tous les cas de figure. Après, on a le prêt d'honneur aussi, donc peut-être on va y revenir, oui. Tu vas en parler. Donc je ne m'étends pas, mais après là, on a aussi des subventions. Enfin, il y a toutes les strates en fait. Ça part de la collectivité locale. Il peut y avoir des communautés de communes, des pays qui peuvent mobiliser du financement, le département qui peut mobiliser des financements, la région, dont la DNJA, mais pas que, avec des subventions type matériel ou installation technique ou autre. Après, il y a l'État et l'Europe. Donc à tous les étages en fait, il y a la possibilité d'aller chercher de la subvention, notamment sur du matériel ou des installations techniques. Et donc pour essayer d'y voir clair dans ce dédale, parce que c'est quand même un dédale, voire même un labyrinthe, à qui est-ce qu'il faut s'adresser pour tenter d'y voir clair et pour, j'ai envie de dire, ne rien rater de ce qui pourrait être mobilisé en termes d'aide ou de subvention. On parlera des financements bancaires et non bancaires tout de suite après. Alors, lors du rendez-vous point accueil installation, déjà, on donne un bon aperçu de ce qui existe et des mécanismes et de comment ça fonctionne. Et puis ensuite, le porteur de projet, qu'il soit aidé ou non, il peut être accompagné par un diagnostic préalable à l'installation, une étude économique prévisionnelle. Là, il y a des experts qui sont là, des conseillers qui peuvent les accompagner et qui vont les prévenir en disant tiens, en ce moment, par exemple, il y a un appel à projet de la région sur ce type de financement, de subvention possible par rapport à tel ou tel investissement. C'est à ce moment-là que sera balayé les potentialités d'aide. Exactement, lorsqu'on construit le projet, qu'on construit l'étude économique prévisionnelle, on va regarder aussi, parce que la subvention, elle fait partie du mode de financement de l'investissement. Donc on a du crédit bancaire, on peut avoir de l'autofinancement, etc. Mais on peut aussi avoir une partie subvention qui, dans certains cas, peut être aussi... non négligeable, voilà, ça va de 20%, ça peut jusqu'à 50% de subvention. Donc c'est à tenir, on en tient compte dans le financement des investissements. Et donc retenir qu'il y a différentes strates, différents échelons territoriaux, local, départemental, régional, national, européen. Exactement, ils ne financent pas tous les mêmes choses. Donc d'où l'intérêt vraiment de d'éplucher, d'étudier quand on a des investissements à réaliser, vers qui il faut se tourner. Et pour ça, on peut se faire accompagner. Donc, point accueil installation, et après tous les conseillers à l'installation, mais le financeur qui est le banquier aussi connaît aussi ce type d'aide. Enfin, tous les organismes qui travaillent dans l'agriculture, en gros, on est quand même très habitué à parler de ces types de subventions. Et complémentairement donc, à l'accompagnement des conseillers auxquels vous faites référence, vous avez élaboré un guide de l'installation en agriculture. Oui. Un mot sur ce guide, sachant que vous pourrez le télécharger depuis la plateforme. On vous donnera le lien de téléchargement pour y accéder. Parfait. Un mot quand même, Éléonore, sur ce guide. C'est un guide de l'installation qui est régional. Donc régional, le groupe des conseillers point accueil installation au niveau régional qui a créé ce guide et qui le met à jour régulièrement via des moments de travail ensemble. C'est un guide qui est accessible depuis le site internet de la région, de la chambre régionale d'agriculture. Et puis voilà, il est téléchargeable, on peut le lire, on le distribue quand les personnes viennent au point accueil installation. Donc il y a
il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en fait dans ce guide et c'est une vraie bible pour le porteur de projet. Merci Éléonore pour cet éclairage. Sylvain, je rappelle donc Sylvain Gioux, je rappelle vous êtes référent installation au Crédit Agricole Centre-Ouest. Alors, avant d'aborder, puisque c'est vous le spécialiste du sujet, les différentes formes de financement bancaire, est-ce qu'on peut rappeler peut-être, Éléonore en a dit quelques mots déjà, les autres sources de financement possibles en dehors des subventions, puisque bon, on vient de l'évoquer. Quelles sont donc ces différentes sources de financement? Parce qu'il n'y a pas que le financement bancaire qui peut être mobilisé dans le cadre d'un financement de projets agricoles, j'imagine. Tout à fait, Philippe. Aujourd'hui, la première source de financement qu'on peut trouver, c'est l'autofinancement personnel. Quelqu'un qui voit aboutir son projet peut avoir des liquidités acquises lors d'une carrière précédente ou de l'épargne liquide transmise par les parents. Ça, c'est la première source de financement. Et c'est quelque chose que vous, pardon, je vous coupe, c'est quelque chose que vous, banquier, vous allez regarder, que vous allez peut-être exiger en termes de pourcentage de financement global? Alors, le regarder, oui. L'exiger, non. Pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de minimum par rapport à autofinancement. Voilà, par rapport à une demande de financement aujourd'hui, on n'a pas de minimum. C'est pas un prérequis, quoi. C'est pas un prérequis obligatoire. Voilà. S'il y en a, c'est mieux, évidemment. Tout dépend de l'enveloppe demandée, mais après, ce n'est pas un obligatoire. Voilà. Ok. Et donc, alors, l'apport personnel? Alors, l'apport personnel, il peut être de différents types. Ça peut être des liquidités, donc des placements que vous auriez à votre nom. Ça peut être de la vente de biens. Donc, de la vente de biens, j'ai une ancienne carrière professionnelle. Je change de département, j'ai de la vente d'immobilier, ça peut faire partie de l'apport perso. Ensuite, la deuxième source d'autofinancement, ça peut être la donation parentale, c'est-à-dire les parents, les oncles aident à l'installation du porteur de projet, donc ça peut être également via des donations diverses. Ça, c'est une deuxième source d'autofinancement. Une troisième chose qui est moins connue, c'est le salaire différé. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Philippe, mais le salaire différé, aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'un statut transitoire, c'est-à-dire aujourd'hui, je fais mes études agricoles, mes parents ont une exploitation. Entre le moment où je finis mes études et le moment où je vais m'installer, je n'ai pas forcément de statut, donc je vais participer aux travaux de la ferme existante. Je vais avoir un statut qui s'appelle le statut d'aide familiale pour avoir la protection sociale. Et en fait, j'ai la reconnaissance lors de mon installation de ce statut d'aide familiale et en fait une reconnaissance chiffrée par rapport à un barème, donc c'est indexé sur le SMIC, et en fait, ce montant-là est réinjecté sur le projet d'installation. Voilà, par rapport à la structure existante. Donc ça peut faire partie d'une autre source de financement. Après, mon collègue Pierre, tout à l'heure, parlait des financements par tiers, donc les investisseurs, divers et variés. Aujourd'hui, je cherche à m'installer, j'ai un investisseur pour la partie bâtie, pour la partie foncier, ça peut être une clé, et être locataire pendant plusieurs années via un bail classique ou bail plus élaboré, ça peut faire partie des clés également. Et sur les zones élevage, quelque chose qu'on est amené à rencontrer de temps en temps, c'est le bail à cheptel, par exemple. C'est pareil, j'ai des investissements qui sont relativement lourds, je ne peux pas tout avaler dès le départ, donc j'ai la possibilité de faire un bail à cheptel avec mon cédant qui me permet de lui payer une location sur les premières années, le temps que je puisse amortir réellement l'achat de mon cheptel. Voilà, ça fait partie également des sources de financement diverses et variées. Pierre, tu parleras du portage foncier. Oui, on va y venir. Oui. On va y venir. Quelque chose qui se développe beaucoup, c'est le financement participatif. Alors le financement participatif, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années et qui se développe de plus en plus. Donc on a un exemple, la première plateforme qui est dédiée à l'agriculture, c'est la plateforme Mimosa. La plateforme Mimosa, alors le lien avec le Crédit Agricole de cette plateforme, puisque vous allez me poser la question, donc je vais dedans. C'est une start-up qu'on a hébergée au niveau de Crédit Agricole SA à Paris pendant 3 ans. Cette start-up qui est une plateforme dédiée à l'agriculture, donc plateforme dédiée d'échange dans un premier temps, pour avoir des renseignements, pour avoir connaissance des projets, et plateforme qui est dédiée à du financement participatif. C'est-à-dire, je fais de la communication sur mon projet d'installation, je fédère autour de moi
mon réseau. Alors, une chose qu'il faut savoir pour la réussite d'une campagne de financement participatif aujourd'hui, il faut quand même réussir à fédérer dans l'entourage proche. Pour réussir à fédérer, on commence à dire je fédère d'abord la famille, les amis des amis, et on voit que c'est des choses qui tendent à se développer. Voilà. Merci Sylvain Geron. On va revenir donc sur les modes de financement bancaire. Pierre Trigard, s'agissant de mobiliser un financement participatif, ce qu'évoquait à l'instant donc Sylvain Gioux, la SAFER Nouvelle-Aquitaine a multiplié les partenariats avec différents acteurs du marché. Alors Mimosa en est, mais il y en a bien sûr un certain nombre d'autres. Et vous venez de développer, m'avez-vous dit, un outil visant à compiler l'ensemble des offres existantes sur le marché pour tenter d'y voir plus clair. En quoi donc les partenariats que la SAFER Nouvelle-Aquitaine a développés sont-ils utiles pour les porteurs de projets, et comment est-ce que fonctionne cet outil qui compile l'ensemble des offres existantes ? Alors tout à fait, on s'est rendu compte au sein de la région Nouvelle-Aquitaine que chacun avait un peu des dispositifs privilégiés, si je puis dire. Donc l'idée, c'était de mettre à disposition de nos conseillers fonciers un outil qui reprend l'ensemble de ces dispositifs avec les différents critères d'éligibilité. Donc l'idée étant, sur un outil très simple, de faire ressortir quelques critères, notamment le département de l'installation, l'âge du nouvel installé, à savoir s'il est hors cadre ou cadre familial, savoir si dans son projet il y a une reprise ou non de bâtiment, la labellisation, que ce soit du HVE, de l'agriculture biologique, du conventionnel, et également le système dans lequel il va s'installer, donc que ce soit grande culture, viticulture ou polyculture élevage. Donc le conseiller foncier, lorsqu'il reçoit le porteur de projet, fait un petit peu le check-up de cet ensemble de critères, et à partir de ces critères-là, ressortent donc des fiches qui ensuite pourront être mises à disposition du nouvel installé qui est en recherche de financement. Donc l'idée étant un partage de cette information-là et qui soit un peu normé avec une fiche qui soit propre et le contact de l'organisme ad hoc auprès duquel il pourra se rapprocher. Donc l'outil va être gratuit, en libre accès. Alors, l'outil est gratuit puisque c'est un outil développé par la SAFER. Pour l'instant, uniquement mis à disposition des conseillers fonciers de la SAFER. Et vous voyez, la transition est bonne. Ce matin, on faisait le point avec un collègue girondin qui me dit « Je n'ai pas d'idée, j'ai une propriété en céréales à reprendre. Le jeune n'est financé que sur 60 hectares. » Et finalement, on a trouvé quasiment la solution en direct. Et il va se rapprocher du jeune et de l'organisme en question pour pouvoir faire une première rencontre. Donc c'est très opérationnel et c'est assez simple d'utilisation pour le conseiller foncier. Et s'agissant des plateformes de financement participatif, l'outil est exhaustif sur l'ensemble de l'offre, ou vous avez uniquement traité avec les structures qui sont en partenariat avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine ? Alors pour être exhaustif, je pense qu'il y en a qui se créent à peu près tous les jours. Donc oui. C'est chose quasi impossible. On a fait le choix en interne de cibler, on va dire, une vingtaine d'organismes. C'est déjà pas mal. Ouais. Qui sont, on va dire, les plus connus, avec lesquels nous avons d'ores et déjà échangé, fait part de notre démarche, qui est très bien perçue. On a validé ensemble l'ensemble des critères d'éligibilité. On a validé également une petite synthèse qui est portée à connaissance de notre jeune lorsqu'on le rencontre, qui synthétise en 5-6 lignes l'état d'esprit, si je puis dire, du dispositif. Et comme ça permet aux jeunes de prendre attache auprès de tel ou tel organisme. Donc si j'ai un projet et que je suis intéressé pour aller vers un financement participatif, il faut se rapprocher du conseiller foncier de la SAFER. Il faut se rapprocher de toute façon du conseiller foncier de la SAFER, puisque là, on est bien dans l'état d'esprit que le jeune est candidat à l'acquisition du foncier ou à l'installation sur une propriété dans le cadre d'un projet de reprise. Donc il a déjà fait la démarche d'être candidat auprès de la SAFER pour l'attribution du foncier. Et ensuite, on met à la disposition cet outil que je peux qualifier de supplémentaire aujourd'hui, qui vient en complément de ce qu'on va voir dans un second temps. Il a un nom, cet outil, ou pas encore ? Alors, il s'appelle Safinance, c'est pas très original,
mais terriblement efficace. Terriblement efficace. Pour compléter, le financement participatif, ça s'adresse aussi aux gens qui ont déjà du foncier mais qui ont un projet d'installation et qui peuvent se tourner vers les plateformes Mimosa, Bluebees, enfin bref, toutes celles qu'on connaît pour pouvoir aller chercher un peu de sous supplémentaires. Et certaines sont plus ou moins spécialisées suivant les secteurs de production, parce que je pense au domaine viticole, il y en a qui sont spécifiques sur ces secteurs de production-là en particulier. On ne va pas citer de nom, hein, mais voilà, il y a une offre qui est... On a une idée d'ailleurs sur le plan statistique de ce que représente le financement participatif dans le financement de l'agriculture, ou ça reste encore embryonnaire? Je pense, enfin moi j'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est le début. Et puis les financements participatifs, au début c'était beaucoup du don avec contrepartie. Aujourd'hui ça s'ouvre au crédit. Les citoyens voilà, prêtent à des futurs agriculteurs. Donc ça c'est un peu nouveau. Donc à mon avis, il faut attendre un petit peu avant d'avoir des chiffres. Oui, on en est au début, mais bon, des outils comme Safinance vont permettre aussi de porter à connaissance et de donner des pistes complémentaires en matière de financement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvain Géou? Oui, juste en termes de montant, on a quelques exemples sur des projets où des gens ont été capables d'aller monopoliser des sommes allant de 5 à 10 000 euros sur du financement participatif. Ouais. Donc des choses qui peuvent permettre de payer les frais sur de l'acquisition de foncier ou autre. Ça doit s'envisager comme un complément financement aux autres sources de financement. Exactement. Les autres sources de financement, donc on en vient au financement bancaire parce que ça reste quand même le cœur du réacteur, hein, si j'ai envie de dire. Quelles sont les grandes catégories de prêts bancaires qui sont possibles pour financer les projets agricoles? Parce que tout à l'heure, on parlait accès au foncier, on parlait investissement dans du cheptel, du bâtiment. J'imagine qu'il y a toute une panoplie d'outils bancaires pour répondre à des besoins très spécifiques. Mais alors c'est très simple. Aujourd'hui, il existe deux catégories de prêts bancaires. Alors on va parler en termes d'échéance et en termes de durée. On va avoir une grande catégorie d'emprunts, ce sont des prêts court terme, donc sur des durées inférieures à 12 mois. Donc court terme qui sont là pour financer plusieurs objets. L'objet principal, c'est du cycle de production. Les avances aux cultures. Les avances aux cultures, exactement. Des financements d'appro, ces choses-là. Quelque chose qui fait partie intégrante donc des financements court terme, c'est les court terme TVA. Aujourd'hui, il faut savoir que sur 100% des projets, aujourd'hui, il y a 95% des gens qui sont assujettis à la TVA. Donc il faut savoir que les financements d'investissement moyen terme sont des financements moyen terme hors taxe. Et le système d'avance de TVA se fait par le biais de court terme. Donc ça, c'est la première grande catégorie, financement de court terme. La deuxième grande catégorie, c'est les financements de moyen terme aux investissements. Je le rappelle, donc sur des financements en hors taxe pour les gens qui sont assujettis en TVA. Et là, donc on va du financement moyenne durée, donc entre 13 mois et 60 mois, donc ça va être de la faible durée, et on va jusqu'à 20 ans sur des objets qui diffèrent. Donc aujourd'hui, c'est assez simple et assez lisible. Lorsqu'on va financer du foncier, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller sur de la durée longue, donc d'aller jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, sur du bâtiment, on va plus être sur du financement d'infrastructures, donc à 15 ans. De la trésorerie à l'installation en moyen terme, donc du fonds de roulement réellement, va plutôt se financer sur 10 ans. Et ensuite, vous trouvez donc sur les zones élevage du financement de cheptel, donc sur de la vache, aujourd'hui par exemple, on va pouvoir aller jusqu'à 15 ans. Sur du mouton, on va pouvoir aller jusqu'à 10, 12 ans. Voilà. Et après, sur les financements courte durée, entre guillemets, c'est le financement du matériel. Et là, encore une fois, il faut être relativement logique par rapport à tout ça. Financement de matériel d'occasion, on ne peut pas excéder une durée supérieure à 5 ans. Et sur du matériel neuf, donc normalement, la norme, c'est 7 ans. Mais aujourd'hui, on arrive à faire varier cette norme par rapport au montant d'investissement qui ne cesse d'augmenter. Mais c'est plutôt par rapport à un usage. Je vous donne un exemple. Un financement de tracteur, aujourd'hui, à 150 000 euros, c'est par rapport à un usage. Est-ce qu'on le finance sur 10 ans? S'il fait 500 heures par an, pourquoi pas? S'il fait 1500 heures par an, on sait pertinemment que le tracteur sera renouvelé avant que le prêt soit fini de payer.
Donc des durées qui varient suivant l'objet du prêt. Oui. Plus ou moins court, moyen ou long terme. Oui. Un mot peut-être sur... alors je sais que c'est très volatile, mais c'est très, très impactant sur l'équilibre de l'exploitation et sa rentabilité, sur les taux aujourd'hui. Vers quoi on va? Parce que bon, on a connu une augmentation des taux importante qui est un véritable frein. Oui. Aujourd'hui, les choses semblent doucement se revenir à quelque chose de plus normal. On va dire que les choses tendent à revenir à des choses plus normales au niveau des taux. Donc après une période assez tumultueuse, on va dire, sur 2022 et 2023, au niveau des taux, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des offres, donc l'offre, elle est nationale. On va dire qu'on a un tronc commun qui se décline dans différentes caisses régionales. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée au niveau des conditions financières, lorsqu'un client installé emprunte 1 euro à base 100, un JA va emprunter grossièrement ce même euro à base 50. Pour vous donner un ordre d'idée. JA aidé, hein? JA aidé ou non aidé. Ou non aidé. Voilà, moi je parle de ma caisse régionale en l'occurrence, de la caisse régionale Centre-Ouest, mais on ne fait pas le distinguo entre un JA aidé et non aidé. Voilà, c'est un nouvel agriculteur. Exactement. C'est important de le préciser. Dans les critères aussi, il y a tout ce qui touche à la modularité. Parce que bon, je sais qu'il y a des différés d'amortissement, il y a des possibilités comme ça qui sont données suivant la nature de l'investissement pour soulager la trésorerie de l'entreprise. Totalement. Aujourd'hui, sur de la création d'activités, on ne peut pas se permettre de faire un emprunt et d'exiger ce remboursement d'emprunt à échéance courte, c'est-à-dire le mois suivant ou 6 mois suivants. C'est trop court. Il faut que l'activité se mette en place. Et on a des options possibles sur les emprunts pour aller amener à minima une première échéance en annuel à 12 mois et même la différer en cas de besoin. Je vous donne l'exemple de la production arboricole aujourd'hui. La personne qui va créer son verger va mettre en place son verger. Son verger atteindra la pleine production qu'à horizon 5-6 ans. On va pouvoir mettre du différé sur du 48 mois pour permettre aux jeunes d'aller payer sa première échéance à 60 mois. Je retiens que la panoplie donc, des outils est extrêmement large et qu'une réponse doit pouvoir être trouvée en fonction des besoins et des réalités de chacun. Dernier petit sujet, et puis parfois c'est un sujet qui fâche, je l'ai gardé pour la fin, oui. La question des garanties bancaires, parce que oui. Très souvent, prêter, c'est faire confiance. Oui. Donc la confiance réclame parfois des garanties. Qu'en est-il justement par rapport à l'installation des nouveaux agriculteurs pour aborder globalement sur cette question des garanties? Alors Philippe, si vous me le permettez, je vais juste refaire un petit retour en arrière par rapport à quelque chose qu'on n'a pas dit. L'intégralité de nos prêts aujourd'hui, ce sont des prêts modulables et on a souvent la question de savoir si la périodicité des emprunts changeait forcément le coût ou est-ce qu'il y avait un coût supplémentaire à payer un emprunt, que ce soit en mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Il n'y a pas de surcoût tarifaire aujourd'hui par rapport au choix de la périodicité de l'emprunt. Aujourd'hui, c'est la production qui dicte, entre guillemets, est-ce que je paye mes prêts en annuel ou est-ce que je paye mes prêts en mensuel. L'intégralité des prêts sont modulables. On a la possibilité de faire varier les échéances à la hausse ou à la baisse en fonction du démarrage de l'activité. Je démarre très très bien mon activité. Je peux aller payer 130 ou 140% de mon échéance, je démarre moins bien que ce qui était prévu, je peux aller payer 60 ou 70% de mon échéance les premières années. Je pense que c'était important d'y revenir. Bien sûr. Sur l'aspect des garanties, aujourd'hui, on a plusieurs types de garanties, mais ce qu'il faut mettre en avant par rapport à ça, c'est qu'on essaye à maxima de limiter le coût des garanties à faire rajouter aux porteurs de projets. Quand je parle de coût de garantie, le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'hypothèque, par exemple. Généralement, quelqu'un qui va acquérir une propriété, du bâti, du foncier, je vais mettre de l'hypothèque, cette prise d'hypothèque a un coût et ça, on peut pas passer outre. Mais généralement, hormis cette chose-là, on essaye de limiter le coût des garanties et on a toute une panoplie de garanties qui nous le permettent. On a les sûretés personnelles, donc des cautions de personnes physiques. J'attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose de gratuit, la caution de personnes physiques. On a les cautions de personnes morales. La région Nouvelle-Aquitaine, avec le processus Alternat, en est un brillant exemple.
Depuis 2020, donc, la région Nouvelle-Aquitaine a créé un fonds de garantie publique qui permet à la banque d'être garantie à 80% sur une durée max de 10 ans. Et c'est une garantie aujourd'hui par rapport... Alors, bien sûr, il y a des critères d'éligibilité, mais c'est quelque chose qui coûte zéro aux porteurs de projets. Donc, à maxima, on essaye de réduire le coût des garanties exigées aux porteurs. Réduire au maximum et ne pas faire que ça devienne un empêchement pour faire aboutir le projet. Exactement. On va retenir ça, Sylvain Gioux, merci. Dernière séquence donc, de ce webinaire consacré avec vous, Pierre Trigard, donc, au financement de l'agriculture, de l'installation d'agriculture. Et avant de prendre donc, les questions de nos internautes, pour aborder donc, plus spécifiquement la question du financement du foncier et l'accompagnement de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Alors la SAFER donc, a mobilisé, comme pour le financement participatif, plusieurs partenariats, plusieurs dispositifs, mais elle pioche aussi dans ses fonds propres pour accompagner le financement de l'agriculture. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon rapide, Pierre, de ces différents dispositifs, à commencer peut-être par la capacité de la SAFER à stocker du foncier pour pouvoir ensuite, ultérieurement, une fois que les porteurs de projets se présentent, leur mettre à disposition ? Oui, tout à fait. Donc Sylvain parlait tout à l'heure de portage. On peut commencer par le portage. Il se décline auprès de 2 collectivités, donc via la région, le portage via la région Nouvelle-Aquitaine et le portage via le conseil départemental. Donc au sein de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 2 départements qui sont en capacité de nous accompagner dans les procédures de portage. Les 2 départements donc, sont la Gironde et le département de la Dordogne. On a également un dispositif qui est peut-être moins connu, qui s'appelle le stockage. Donc le stockage, il se fait exclusivement avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on n'a pas forcément le porteur de projet en capacité de s'installer sur la propriété, et on fait plutôt le pari, dans le cadre d'une cession plutôt globale d'une exploitation, qui est plutôt cohérente, de stocker avec l'accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est de prendre le temps de trouver un porteur de projet qui corresponde et qu'on puisse installer sur la propriété. Alors, soit il est connu et il est encore en étude, soit on fait un pari en disant c'est un secteur très concurrentiel et on sait que le fils de monsieur Untel va s'installer, donc c'est une belle opportunité, donc on fait ce pari-là de porter. Ou soit il n'a pas les finances à court terme et là également, on peut faire appel à ce stockage via la région Nouvelle-Aquitaine. Un mot sur les modalités du portage foncier, ça consiste en quoi précisément ? Alors le portage foncier, c'est très simple. Donc la SAFER acquiert du foncier, le met à disposition du jeune sur une durée en règle générale de 5 ans. Je vous passe les modalités, c'est possiblement reconductible. Il y a bien sûr tout un tas de critères d'éligibilité, notamment avoir une étude économique en bonne et due forme. Il faut également des cautionnements bancaires. Donc de manière générale et pour résumer, c'est plutôt 20%, hormis sur les cultures pérennes où on atteint des seuils de 40% de cautionnement. Et au bout des 5 ans, chose importante, donc la SAFER rétrocède le bien aux jeunes installés à la valeur d'achat, donc d'entrée dans le patrimoine de la SAFER, moins ce qu'il a d'ores et déjà réglé à la SAFER, moins les acomptes. Et qu'on soit hors cadre familial ou pas, qu'on soit aidé ou non aidé Alors il y a une nouvelle fois des critères d'éligibilité, mais qui sont plutôt liés à l'âge, aux revenus déclarés par le bénéficiaire. Il y a également pour le département, là je vous fais de manière non exhaustive, oui. Il y a un seuil à ne pas dépasser, donc en l'occurrence 3 SVE, donc le SVE étant le seuil de viabilité économique. Il y a des revenus également maximum pour le département à ne pas dépasser, 50 000 € en l'occurrence. Et un plafond d'investissement. Et un plafond d'investissement également en fonction du dispositif. Je le disais tout à l'heure, la SAFER mobilise des moyens sur ses propres fonds pour justement accompagner et faciliter le financement de l'installation. Un mot sur ce dispositif ? Il y a effectivement la SAFER depuis quelques années a également mis en place ce qu'on appelle le FACINA, donc le fonds d'aide SAFER constitué pour l'installation en Nouvelle-Aquitaine. C'est un nom très barbare mais qui est très simple. Finalement, la SAFER va prendre en charge 50% des frais d'acte maximum et plafonné à 1 500 €. Donc là, c'est une petite aide en plus qui représente quand même une somme non négligeable puisqu'en 2023, 113 jeunes ont pu bénéficier de ce FACINA pour un montant global de 143 000 €. Et là, on parle bien
de fonds propres de la SAFER qui sont dégagés du résultat de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Donc à retenir, capacité de stockage en vue d'un futur projet à venir, pour peu que effectivement le foncier en vaille la peine. Capacité donc de portage avec l'aide de la région, des départements. Je crois même d'ailleurs qu'il y a certains organismes économiques qui peuvent venir en appui, parce que j'ai mémoire de CAF coopératives, voire de groupes coopératifs généralistes qui mettaient la main à la poche pour faciliter ce portage. Il y a effectivement, quand on part du principe du portage de la région, il y a notamment des choses qui viennent s'annexer au portage de la région. On pense notamment à Océalia, oui. qui est une grosse coopérative bien connue de tous. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine ? Plutôt du nord, mais qui peut intervenir aussi sur nos territoires, c'est pour ça qu'on en parle. Ou Océalia, en complément du portage adossé de la région Nouvelle-Aquitaine, est en capacité de porter 200 000 euros supplémentaires avec une prise en charge de 50% des frais financiers. On a également la SCAR, donc la Société coopérative agricole bergeracoise, qui s'inscrit un petit peu dans le même process qu'Océalia, avec pareil une capacité de 200 000 euros et un plafonnement à 50% des frais financiers. Ouais. Et on peut également citer, juste pour conclure, sur le portage avec plus au niveau départemental, des CAF coopératives également qui se sont adossées. Alors que ça soit CAF coopérative, puisqu'on parle de vin, mais également coopérative agricole de manière plus générale. Tout ça rentre dans la stratégie du jouant collectif que la SAFER Nouvelle-Aquitaine essaye d'initier à travers ses différents partenariats. Donc stockage, portage et le dispositif Fascina, donc sur les fonds propres de la SAFER. Il est précisément 14h10, il nous reste à peu près 5 minutes pour prendre... Vous voulez rajouter quelque chose, Éléonore ? Non, je vois le micro à la main, prêt à bondir. Donc 5 minutes pour prendre quelques questions. Alors, j'ai pas mes lunettes, mais j'arrive à lire quand même un peu. Question peut-être pour vous, Éléonore. Qui finance donc la DNJA à Saint-Fonds UE FEADER? J'imagine que oui. Non, c'est la région et l'Europe. La région et l'Europe, d'accord. Donc, ouais. Mais c'est quand même, à l'origine, c'est des fonds européens qui sont complétés par la région? Alors, je ne suis pas spécialiste d'où vient l'argent exactement, mais ce que je sais, c'est que l'enveloppe est redistribuée aux régions, en tout cas, et que les régions gèrent leur enveloppe pour leur propre région. Après, l'origine exacte... Mais c'est la région qui gère la... Qui gère la DNJA au sein de sa région. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que depuis qu'on parle de DNJA et plus de DJA, c'est qu'aujourd'hui, chaque région, en fait, a sa propre DNJA. Donc, si quelqu'un vient me voir au point accueil installation et me dit « je veux m'installer en Occitanie », sur la région Occitanie, ben, les critères en fait, de la DNJA ne seront pas les mêmes que pour la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc c'est régionalisé pour tenir compte des spécificités territoriales, j'imagine. Voilà, certainement. Ok. Autre question, où en est le dispositif Élan? Alors je me tourne vers Pierre Trijard. Dispositif Élan, je crois que c'est donc une initiative nationale pour la création d'une foncière qui pourrait venir donc financer... l'achat de foncier. Alors effectivement, Élan, c'est un peu quelque chose de récurrent. On en entend parler le matin, le midi, le soir. Aujourd'hui, il n'y a rien d'efficient et de concret. Donc je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de fonds mobilisables via ce dispositif. Et la loi d'orientation n'a pas apporté d'éclairage là-dessus? Va certainement en apporter, mais là, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Bon, en tout cas, c'est une question peut-être que via le chat de la SAFER et le site web de la SAFER que la SAFER Nouvelle-Aquitaine pourra apporter des éléments de réponse. Qui peut-on contacter sans forcément connaître la région d'accueil pour une installation? Alors bon, ça vient contredire ce qu'on disait à l'instant. Peu importe là où on veut s'installer, à part les spécificités liées à la DNJA de la région, mais globalement, le processus lié au projet d'installation, où qu'on s'installe, c'est la même chose. Hein, la réflexion, bien sûr, les personnes ressources, je ne peux pas donner les personnes ressources de quelqu'un qui va s'installer en Ardèche. C'est logique. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est là où ils habitent, ils vont au point accueil installation de là où ils habitent, prendre les renseignements généraux et voir là où il faut creuser après dans le département d'installation. Ok, merci pour cette réponse, Éléonore. Alors, on nous dit qu'on a parlé des financements participatifs bancaire et participatif, je confirme. Est-il possible de faire appel à des financements privés, investisseurs, et comment? J'imagine que oui. La réponse est oui. Aujourd'hui, toutes les sources de financement sont prenables. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a fait un petit oubli sur la présentation des sources de financement. On a même parfois l'intégration de prêts familiaux sur les prévisionnels.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un billet qui serait donné avec des modalités de remboursement facilitées par la famille, mais c'est intégré au prévisionnel. Donc là, aujourd'hui, par rapport à un investisseur tiers, c'est pas de... Voire des prêts d'honneur d'ailleurs, vous avez évoqué ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai que tu n'as pas rebondi sur le prêt d'honneur, mais le prêt d'honneur, c'est une possibilité d'emprunter une somme d'argent à taux zéro, compris entre 5 000 et 20 000 euros, qui est accessible à toutes les personnes qui ne sont pas éligibles à la DNJA sur le volet trésorerie. Donc en gros, tous ceux qui ont plus de 40 ans ou ceux qui n'ont pas de diplôme voilà, et qui ne sont pas éligibles, ils ont droit au prêt d'honneur. La seule spécificité du prêt d'honneur, c'est qu'il faut qu'il soit adossé à un prêt bancaire classique au minimum du même montant. Et il n'y a que les agriculteurs à titre principal ou secondaire qui y ont accès, enfin, les cotisants solidaires n'ont pas accès. Je précise pour tous ceux qui ont des petits projets et qui veulent se mettre le pied à l'étrier en démarrant en cotisant solidaire pour après devenir chef d'exploitation. On va rester le pied à l'étrier parce que j'ai une question sur l'activité équestre. Est-ce que les activités équestres peuvent accéder au dispositif de portage foncier dès lors qu'ils ont des besoins de foncier? Oui, tout à fait, oui. Il n'y a pas d'activité rédhibitoire. À partir du moment où le prévisionnel est en place, à partir du moment où l'étude économique a été réalisée, il n'y a aucun obstacle à ce que ça puisse se mettre en œuvre. Merci Pierre. Éléonore, je reviens vers vous. Oui. Est-ce que le BTSA suffit pour accéder aux aides à l'installation sur la question du niveau de compétence? Oui, le niveau de compétence, c'est niveau 4, donc c'est niveau bac pro agricole ou BPREA, ce qu'on appelle. Donc BTSA, c'est au-dessus. Attention, tous les BTSA ne sont pas éligibles. Donc il y a une liste de diplômes qui sont éligibles pour rentrer dans la DNJA. Je pense notamment au BTSA GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, ou bien gestion et protection de la nature. Ces deux types de BTSA ont été sortis de la liste. Donc il faut faire attention, il faut joindre son point accueil installation pour savoir si le diplôme il est bien éligible ou non. Merci Éléonore. Je reviens vers vous Pierre. On nous demande est-ce qu'il y a des limites de stockage lorsque vous décidez de stocker en termes de valeur des biens qui sont destinés à être stockés dans un premier temps? Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de plafonds. Et il y a effectivement des plafonds en fonction du partenaire avec lequel nous allons travailler. De mémoire, le maximum requis, c'est 400 000 euros en fonction du partenaire requis. Bon, donc c'est précis. Effectivement, on peut pas stocker sans limite. Si un porteur de projet vient nous voir en disant il faut que vous financiez, enfin que vous stockiez pour 1 million d'euros de foncier, ça sera pas faisable. Alors c'est une question pour tous les trois, je ne sais pas si vous êtes parfaitement au courant. Est-ce que de nouveaux dispositifs de financement sont-ils prévus dans le projet de loi agricole dont on parle tant aujourd'hui? À ma connaissance, je ne sais pas pour l'instant. Bon. Ben écoutez, si on a des éléments via le site web de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, on essaiera d'apporter donc des précisions sur cette actualité-là. Il est 14h17, on est en léger dépassement, mais on a quand même tenu le timing. Il me reste donc, on est arrivé au terme de ce webinaire, il me reste à vous remercier tous les trois, Éléonore Dallier, donc Sylvain Giou et Pierre Trijard. Merci donc vivement de votre collaboration. Merci à vous tous, puisque aujourd'hui vous étiez plus de 265 inscrits. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité de nos échanges grâce au replay donc de la chaîne sur la chaîne YouTube de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Merci donc d'avoir suivi ce live. Prochain live normalement pour le mois de septembre, on parlera compensation environnementale. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.